d'être connecté. Je suis journaliste à France Télévisions, service des sports, et c'est un thème, la radicalisation dans le sport, qu'on n'a pas réellement abordé à France Télévisions dans des émissions précises parce qu'on se dit c'est très compliqué et quand on met le doigt dedans, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Et bien là, on va mettre le doigt et même la main tous ensemble pour parler, échanger sur ce thème de société. Alors pour ouvrir cette table ronde, Christian Gravel, qui est secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Plus que jamais, ce thème de la prévention de la radicalisation est d'actualité, Monsieur Gravel. Le sport constitue une des priorités de notre politique publique en matière de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'islamisme et le communautarisme. L'islamisme qui travaille le territoire national depuis maintenant quelques décennies, depuis au moins une trentaine d'années, et nous avons pendant beaucoup trop longtemps, soit par aveuglement, soit par lâcheté, soit par cynisme. Quand je dis nous, c'est l'État, les collectivités, les élus, fermez les yeux. Dans l'écrasante majorité des cas, le sport est vecteur de valeurs démocratiques, républicaines. Parfois, le sport, et c'est ça le problème, certains éducateurs sportifs, et ce terme-là, cette sémantique-là est essentielle, avec la légitimité de ce qui relève d'un éducateur, utilisent ce moyen pour diffuser, encore une fois, des contre-valeurs, des idées, des thèses qui peuvent être profondément nuisibles, à la fois par rapport à la trajectoire, l'éducation, le développement de ces jeunes individus, futurs citoyens, et bien évidemment par rapport à la collectivité nationale lorsqu'il s'agit de thèses ayant vocation à s'inscrire dans une logique de séparatisme, de dislocation de la société en essayant de construire une société parallèle. On a pu constater à l'époque où, je vous le rappelle, il y avait une dizaine de départs, de tentatives de départ par semaine, essentiellement de jeunes mineurs, pour la Syrie et l'Irak, qui malheureusement étaient tombés sous la croupe de prêcheurs de haine et tâchant d'embrigader un certain nombre de nos jeunes concitoyens. Dans le cadre de la diffusion de ces éléments de propagande, le canal du sport avait déjà été depuis longtemps considéré comme étant un espace majeur. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, tous les théoriciens de l'islamisme au sens large ont compris depuis bien longtemps qu'il s'agit d'un espace à prioriser. Toute la sphère éducative constitue une priorité pour ces logiques-là. Mais que faites-vous précisément pour répondre à cette problématique sur le terrain au quotidien? Alors, notre action, elle s'inscrit dans le cadre d'un plan national qui s'appelle le Plan national de prévention de la radicalisation, avec un certain nombre de mesures qui s'inscrivent dans l'ensemble du champ interministériel. Dans le cadre du champ lié au ministère des Sports, veiller d'abord à développer des actions de sensibilisation et de formation, faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des responsables fédéraux, qu'il s'agisse des responsables liés à la sphère sportive, bien évidemment très directement aux éducateurs sportifs, de les sensibiliser, de les acculturer à ces sujets-là, étant donné l'ampleur qu'ils ont pris dans notre société. S'assurer que l'ensemble de ceux qui ont la responsabilité de l'éducation aussi de nos enfants, de notre jeunesse, également y compris de certains adultes, de pouvoir être totalement au clair sur la manière dont les choses se passent face à ces phénomènes-là et leur donner des clés de lecture et bien évidemment des outils pour pouvoir ensuite agir en cas de signalement potentiel, en cas de confrontation avec une situation qui pourrait paraître comme étant problématique. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Médéric Chapitois, ancien directeur du kickboxing, du Muay Thai. Vous avez travaillé, Médéric, depuis 2012 sur la radicalisation et vous préparez d'ailleurs une thèse sur ce thème au sein de l'Université de Toulouse. Pour entrer dans le vif du sujet, question simple, est-ce que ce thème de la radicalisation, Médéric, est tabou au sein des fédérations? S'il l'a été, manifestement, il ne l'est plus, puisque depuis quelque temps, comme le préfet Gravel vient de l'expliquer, il y a eu une prise de conscience depuis le PNPR, et il y a une accélération du phénomène avec le colloque qui se fait aujourd'hui. La difficulté, c'est plutôt d'être dans l'acceptation de la problématique et d'engager les processus de détection, de signalement, mais surtout de prévention du phénomène au sein des structures.
Est-ce que c'est un sujet sur lequel les fédérations sont offensives? En fait, la difficulté auxquelles sont confrontées les fédérations, c'est sur un espèce de patchwork qu'il y a de réglementation aujourd'hui au sein des fédérations. Tout n'est pas uniforme, tout n'est pas, ne traverse pas le même fil. Je pense que, comme Pierre Samsonov est là, il le sait pertinemment, seule aujourd'hui la Fédération française de football a bien mentionné dans son article 1 le principe de stricte neutralité qui pose un cadre. Après, en fonction des autres fédérations, c'est plus compliqué. Tout le monde n'a pas engagé ce processus-là et donc il y a des différences qui se font sur le terrain et les différents acteurs du sport peuvent être en difficulté à traiter ces thématiques par manque d'outils. Ce thème n'est pas nouveau puisque le Conseil de l'Europe à Strasbourg avait déjà révélé ça il y a bientôt 9 ans, c'est cela? C'est ça. En fait, le Conseil de l'Europe avait déjà engagé un processus de réflexion sur un document qu'on trouve sur Internet qui s'appelle Éthique et sport. Et dès 2010, publié en 2011, une des contributrices à ce rapport expliquait que les risques de radicalisation étaient déjà prégnants dans le foot, enfin le futsal principalement, les sports de combat et la musculation. Et en fait, ce triptyque de disciplines sont les plus impactés par ces processus-là. Et donc, aujourd'hui, il doit y avoir une attention collective, mais en même temps différenciée à la problématique, parce que, bien évidemment, on ne peut pas faire une politique de prévention qui pourrait s'attacher qu'à du saupoudrage. Il faut essayer d'aller au cœur du sujet sur des problématiques aussi importantes. Toutes les fédérations doivent aujourd'hui se poser la question de la place qu'on doit y consacrer au sein des réflexions fédérales. Il va falloir apprendre à sécuriser les dispositifs, notamment par le biais de règlements intérieurs qui assurent des outils clairs, nets et précis à utiliser pour les acteurs du sport au niveau local. Merci Médéric, cela s'annonçait intéressant, c'est passionnant. Éric Diard, député de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, rapporteur, je le rappelle, d'une mission d'information sur les services publics face à la radicalisation. Monsieur le député, est-ce que le radicalisme islamique dans le sport est un fantasme extrapolé ou est-ce que c'est une réalité ? C'est une réalité. C'est à mesure de nos investigations que nous sommes rendus compte que des phénomènes communautaristes ou des phénomènes même de radicalisation avaient gangréné certaines disciplines sportives. J'ai lu dans votre rapport que les fichiers S, les fameux fichiers S qu'on parle depuis les attentats, ne représentaient à peu près 1000 personnes dans le monde du sport contre à peu près 13 000 fichiers S en France. Du coup, leur présence dans les clubs est quand même très difficile à évaluer. Très difficile à évaluer. C'est quand même un chiffre quand même important. Ça fait quand même 10%. Donc, le phénomène est quand même important. Les éducateurs, etc., ne sont pas toujours formés à la détection des signaux. Alors, il y a des signaux forts, mais parfois des signaux faibles. Et on sait qu'en matière de détection de radicalisation, 2 signaux faibles peuvent valoir un signal fort. Donc, par exemple, je dis un signal faible, la personne qui veut plus serrer la main aux femmes, c'est un signal faible. La personne qui fait une conversion dans une religion, c'est un signal faible. Par contre, une personne qui se met à dire c'est bien fait Charlie Hebdo, là, c'est un signal fort, c'est même quasiment de l'apologie d'un acte terroriste. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes un élu. Qu'est-ce que le législatif peut faire pour éviter ces dérives? Nous, on souhaitait concrètement que les éducateurs sportifs bénéficient d'enquêtes administratives. Cette enquête administrative permet de vérifier, avant de les recruter, si ces personnes ne sont pas fichées au fichier FSPRT, qui est là le fichier de signalement, de prévention de la radicalisation du terrorisme. On encourage évidemment l'État et les collectivités à mettre en place des chartes de laïcité pour pouvoir retirer les subventions. Ça se fait dans certaines régions. Quand ils voient que des associations ne respectent pas les valeurs de la République ou ont des personnes radicalisées, ils ont fait signer une charte et dans ce cas, ils retirent les subventions. Enfin, dernière préconisation, c'est de redonner le pouvoir au préfet d'avoir l'agrément sur les associations. Pour bien comprendre, les fédérations voulaient garder cette force d'agrément? Les fédérations n'étaient pas réticentes, c'est plutôt certaines personnes dans des ministères qui ne souhaitaient pas redonner le pouvoir, j'allais dire, au préfet. Et qu'est-ce qui vous a conduit à mener ce rapport en fait et cette enquête? On ne peut pas créer en France, si vous voulez, un délit de radicalisation. Vous avez en France la liberté de conscience et la liberté religieuse, donc qui est de l'autre côté la laïcité. Et donc, vous ne pouvez pas créer un délit de radicalisation parce que ça serait un délit d'opinion. Et souvent,
dont certains services publics, on n'a pas les outils nécessaires pour respecter justement la Constitution. Merci, monsieur le député. Arnaud Lacheret, on va aller au Bahreïn maintenant vous retrouver. Vous êtes docteur en sciences politiques là-bas, dans ce petit État. C'est intéressant d'avoir votre point de vue d'un Français qui travaille dans un pays musulman. De 2014 à 2017, vous étiez chef de cabinet du maire de Rieux-la-Pape, c'est dans le Rhône, et vous avez, suite à cette expérience, écrit un livre qui s'appelle Les territoires gagnés de la République. En fait, j'ai envie de dire, ce livre, c'est un plaidoyer en faveur des pouvoirs locaux qui se retrouvent en première ligne sur le terrain au quotidien face aux problèmes de radicalisation. Les premiers qui sont concernés par ces choses-là, les premiers qui ont le signalement, ce sont les maires, ce ne sont pas les fédérations, c'est pas le ministère, c'est même pas les délégués interministériels, c'est d'abord le maire. Le maire, il contrôle deux choses. Il contrôle d'abord les équipements sportifs, les piscines, les gymnases, les terrains de football, etc., les salles de sport, les salles de boxe. Et il contrôle également les subventions aux différents clubs sportifs. J'ai pu enfin regarder à quel point le maire était démuni par l'absence de mesures réelles législatives et de mesures réglementaires qu'il pouvait faire pour lutter contre la radicalisation. Et à quel point il était obligé de bricoler en permanence, d'être à la limite de la loi, voire hors la loi, s'il voulait justement faire respecter les valeurs de la République. Autrement dit, les maires sont en permanence obligés de bricoler. Et c'est ce bricolage qui se fait souvent avec l'aide de l'État, parce que l'État se dit, de toute façon, on n'a pas les armes juridiques pour lutter contre ça. Et ce que fait le maire qui s'apparente plus ou moins à du harcèlement, c'est exactement ce que disait monsieur le député. On trouve un autre prétexte pour se débarrasser d'un club, pour voilà, par exemple, pour se débarrasser d'un club de football où on avait trouvé énormément de tapis de prière dans un local qui ont été à leur disposition. On a fait passer un règlement qui disait que tous les locaux devaient maintenant être partagés entre différents clubs sportifs. Ils l'ont refusé, ça nous a permis de les évacuer. Mais en fait, on triche avec la loi. Il n'y a rien qui nous interdit, il n'y a rien qui interdisait ces gens d'avoir des tapis de prière dans les locaux qu'on mettait à leur disposition. Rien du tout. Autrement dit, on se retrouve en permanence coincé. Nous n'avons aucun élément qui nous permette de faire ça proprement. Donc, on doit le faire, entre guillemets, salement. Mon livre fait 12 chapitres. Je crois qu'il y a 12 exemples de faits illicites que le maire a dû faire pour rétablir l'ordre républicain. Les maires n'ont pas le pouvoir réglementaire et quand ils assistent à quelque chose, ils ne sont hélas que très peu soutenus. Maintenant que vous avez quitté la France et que vous vivez dans un pays musulman, au Bahreïn, quel regard avez-vous sur ce qu'il se passe en France, sur le thème du sport et de la radicalisation? Et là, je vous demande l'œil de la personne qui vit au Bahreïn. Alors le Bahreïn est un pays assez libéral, c'est le pays le plus libéral du Golfe. Au Bahreïn, qui est un pays qui, avec les Émirats arabes unis notamment, lutte de manière extrêmement forte contre les frères musulmans, de tels comportements dans un club sportif seraient immédiatement sanctionnés. C'est-à-dire que du prosélytisme religieux au sein d'un club sportif, je suis moi-même membre d'un club de natation à Bahreïn où il n'y a que des Arabes, et moi, donc globalement c'est assez clair, ce genre de choses, il y aurait un signalement immédiat. Après, nous ne sommes pas dans une démocratie libérale. Autrement dit, ce genre de pays peut se permettre des arrestations arbitraires ou des choses dans ce genre-là. Je ne conseille absolument pas ça en France. Et habiter dans un État qui s'affranchit beaucoup des droits et libertés individuelles, attention, mais qui, sur cette question, peut être extrêmement vigoureux, voire plus que ça, c'est toujours assez frustrant. Voilà, si je puis me permettre de l'exprimer ainsi. Merci beaucoup, Arnaud. Pierre Samsonov, directeur général adjoint de la Fédération française de football. Vous êtes la fédération la plus importante en France et vous savez, peut-être plus quiconque parce que le nombre est important, que la radicalisation dans le sport est un vrai danger, notamment dans les clubs de cité. Alors là, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est le cas. Ouais, alors c'est un vrai danger, effectivement. On ne peut pas aujourd'hui être dans le déni et dire que ces phénomènes-là concernent absolument pas le sport, qu'on est une école d'accueil, d'ouverture, voilà. On est une cible potentielle, bien évidemment. Et en même temps, je veux pas qu'on tombe dans un discours un peu hystérique qu'on entend parfois aussi. Moi, je cite souvent cet exemple parce qu'il m'avait beaucoup choqué. Après les attentats de 2015, il y a un élu de premier plan qui avait dit que tous les terroristes étaient passés à un moment donné de leur vie par un club de sport. Donc, conclusion facile, c'est le sport le lieu de la radicalisation. Pour comprendre les phénomènes de radicalisation, la 3F fait un vrai travail. Vous êtes la seule fédération, je crois, où le port du voile est interdit sur un terrain, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien cela. Et pourtant, prévenir la radicalisation, c'est bien plus compliqué qu'une simple phrase. C'est un problème quasiment irrésoluble, vous pensez ? Après, si vous voulez, alors sur cette question du voile, je voulais l'évoquer parce qu'effectivement,
On a mis le principe de neutralité dans l'article 1er de nos statuts, et ça me paraît extrêmement important. Ça n'emporte rien par rapport au voile, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, pour dire on ne veut pas de voile sur les terrains, on bricole et on se raccroche au concept de tenue réglementaire lié à l'exercice de l'activité sportive. Et mettre le sujet sur la table, c'est fondamental pour que les acteurs puissent s'en emparer. Et puis derrière, faut surtout accompagner les clubs, leur donner les outils pour pouvoir réagir face à ce genre de phénomène, pour pouvoir créer un débat sain en leur sein quand les questions se posent, et pour pouvoir avoir l'ensemble de la boîte à outils nécessaire pour gérer ce type de situations qui sont vraiment pas évidentes pour aucun des acteurs impliqués. On a un guide de la laïcité qui est un outil qui est à destination des clubs, des ligues et des districts pour faire le tri entre ce qui est autorisé, ce qui l'est pas, ce qui est un signal de radicalisation, ce qui ne l'est pas. On a aussi un programme qui est destiné aux éducateurs et aux enfants qui s'appelle le programme éducatif fédéral. On a voulu, et ça je crois que c'est très important, apprendre aux enfants, aux éducateurs à réagir dans les situations dans lesquelles ils observent un changement de comportement chez un de leurs camarades ou chez un des joueurs pour un éducateur. Merci beaucoup. Bernard Rougier, professeur de sociologie à la Sorbonne. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les territoires conquis de l'islamisme ». Depuis des années, vous étudiez ce qui se passe dans le monde du sport en relation avec la radicalisation. Je n'ai pas travaillé sur le sport en tant que tel, mais le sport et le corps en particulier occupe une place centrale dans l'état d'esprit de mes acteurs. On peut faire une comparaison entre le corps biologique, le corps physique, individuel, et le corps social. Et dans l'islam, et surtout dans l'islamisme, la préoccupation, c'est la pureté. Et encore plus dans la version salafiste de l'islamisme. Donc l'idée, c'est de rentrer dans des cadres de socialisation comme le sport, tout en maintenant l'idée de pureté. Et le sport devient le lieu, en quelque sorte, où va se tracer l'identité du groupe par des comportements discriminatoires, parce que le premier travail des salafistes, c'est de redessiner l'islam et de construire un collectif. Et évidemment, dans la construction de ce collectif, le lieu où le corps joue un rôle vraiment primordial, c'est le sport. Et par exemple, lors du premier confinement, il y a eu des matchs de foot qui se sont passés dans les cités. C'est-à-dire, vous voyez, le sport n'est qu'une expression parmi d'autres d'un système qui se met en place. Et par ailleurs, les réseaux associatifs veillent par contrôle de l'adolescence. Le salafisme, c'est vraiment une idéologie qui s'adresse aux adolescents. Ça traduit très souvent des luttes à l'intérieur des familles, des luttes générationnelles entre les jeunes et leurs parents. Ça n'est pas un hasard si le salafisme prend en charge l'adolescence et par conséquent s'occupe du sport. Merci Bernard. Philippe Sibyl est avec nous, officier de liaison au ministère des Sports en charge de la radicalisation. Votre rôle est entre autres de travailler à comment accompagner les clubs face aux différents problèmes. L'action du ministère, elle est engagée depuis 2016. On accompagne ces 4 mesures du PNPR. La principale, la première, développer une culture commune de la vigilance. C'est essayer d'animer le maximum de structures, de toucher le maximum d'acteurs du champ sportif pour qu'ils soient sensibilisés et qu'ils puissent se tourner vers les bons acteurs. Une politique de départementalisation et de contextualisation locale qui est primordiale. Donc c'est surtout au niveau des départements, sous la coordination des préfets, que les situations sont évaluées pour voir quels acteurs peuvent agir sur un cas précis. Sur les objets que vous mettez en place pour aider ces dirigeants, entre guillemets, on pourrait dire un guide des bonnes pratiques, ça existe ? Ça existe. La page du ministère a été revue cet été avec une fiche guide qui a été faite en 2 pages de manière très simple sur la prévention de la radicalisation dans le sport, à quoi être vigilant et vers qui se tourner dès lors qu'on a un doute. Il y a également un guide sur la laïcité et la gestion du fait religieux qui permet aussi d'avoir un éclairage sur ce point. Claudie, vous êtes le gouvernement, vous êtes le représentant du préfet, qui lui-même est le représentant du président. Ce thème n'a pas fini de nous occuper et on sait que c'est un thème que vous regardez de très près.
Alors oui, on a des pistes pour poursuivre sur ce sujet. Il y a une feuille de route aussi qui va être plus large pour le ministère des Sports, qui va permettre de renforcer l'action sur, si vous voulez, les contrôles, c'est-à-dire se donner les moyens d'aller sur le terrain contrôler les associations et les clubs qui sont dans le repli communautaire, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir aussi des sanctions, le fait que parfois on se sent démuni, que les dispositifs législatifs, les acteurs locaux n'ont rien en quelque sorte pour agir. Donc là, on a vraiment la volonté d'inciter, de rappeler aux préfets quels étaient leurs pouvoirs en matière de sanctions et leurs pouvoirs de contrôle. Le ministère des Sports va également travailler avec l'Agence nationale des sports pour conditionner le versement des subventions. Donc il va y avoir tout un ensemble de dispositions qui vont se mettre en œuvre pour à la fois conditionner les financements et faire en sorte que les valeurs de la République soient véritablement au centre de la pratique sportive. C'était passionnant, c'était intéressant, c'était enrichissant de vous entendre tous.